Effectivement, je vais vous parler du gluten, mais moi, mon interprétation très subjective du gluten. Alors effectivement, on entend beaucoup parler de gluten, et l'idée de parler du gluten aujourd'hui, c'est venu lors de la venue de Gilles Boeuf, qui était venu, et je lui avais posé une question par rapport à... J'avais bien aimé parce qu'il avait dit que la Terre était un être vivant, en tout cas il se comportait comme un être vivant, et qu'il y avait un équilibre partout dans la nature. Vous avez par exemple dans l'air, il y a à peu près 20% d'oxygène, mais s'il y en a 22%, l'atmosphère exploserait. Donc ça veut dire que la Terre, elle gère tout ce qu'il y a en elle pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de gaz carbonique, trop ou pas assez d'oxygène, etc. Donc il y a des arbres qui vont pousser pour avoir plus d'oxygène, ça va absorber une partie du gaz carbonique, et j'avais dit que, en faisant un parallèle avec l'être humain, que quand l'être humain était stressé, il était également acide. Et quand la Terre est stressée, elle rejette du gaz carbonique, et ce gaz carbonique, il va beaucoup acidifier les océans. Donc voilà, c'était comme ça, et puis à ce moment-là, il y a Pierre Noël qui m'a dit « Bon, bah écoute, tu vas venir parler, parce que j'avais dit le mot gluten, sûrement. » Alors j'ai dit « D'accord, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. » Alors tout d'abord, le gluten, bon, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis toujours. Alors commencer, voilà. Je vais faire une histoire accélérée de l'homme. Donc il y a à peu près 25 000 ans, on était en gros des cueilleurs-chasseurs, et un jour on est passé de ce statut-là à celui d'agriculteur, parce que ils ont réussi à apprivoiser le feu, et puis une fois qu'ils ont réussi à apprivoiser le feu, ben, ils avaient moins besoin de bouger, ils sont restés, ils sont devenus moins nomades, plus sédentaires, et ils ont fait de l'agriculture, et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait des graines. Déjà ils les mangeaient depuis longtemps, hein. Ces graines-là de blé, ils les mangeaient, mais c'est parce qu'ils les trouvaient par hasard. Et ensuite, ils les ont cultivés. Ils ont remarqué que quand on mettait une graine, ça avait l'air de pousser, donc ils les ont cultivés. Et puis, pour pouvoir planter le blé nouveau, il fallait trouver les graines, et ils avaient tendance à prendre certainement des graines qui étaient plus belles. Et l'année suivante, peut-être que ça faisait un blé qui était de meilleure qualité. Donc petit à petit, ils ont essayé de faire une sélection des graines. Donc là, c'est pour montrer un peu comment c'était à l'époque, les chasseurs-cueilleurs. Et grâce à cette sélection, le blé s'est amélioré en qualité, au départ de façon un peu intuitive, et puis petit à petit, c'est devenu de façon un peu plus scientifique. On a croisé des blés différents pour essayer d'avoir des blés de meilleure qualité. On s'est rendu compte que quand il était plus riche en protéines, c'était mieux pour la santé. Donc c'est là qu'il y a eu le gluten, parce que le gluten n'existe que depuis 15 000 ans. Le gluten est apparu dans le blé, en gros, depuis 15 000 ans, alors que dans le blé d'avant, il semble qu'il n'y en avait pas. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Tout ça, ce sont des choses que j'ai lues, parce que je ne peux pas inventer des trucs comme ça. Donc, au cours du XXe siècle, on a augmenté de façon drastique le gluten dans le blé. Il y a eu, en 1950, par exemple, quand vous aviez du pain, dans ce pain, il y avait à peu près 6 ou 7% de gluten, et maintenant on est passé à 15-18%. Donc pourquoi? Alors la première raison, c'est que le blé moderne, donc dans les années 50 à peu près, a été totalement chamboulé avec les OGM. On a fait un blé dans lequel il y avait 42 chromosomes au lieu de 14. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 les nombres de chromosomes, et ces chromosomes, c'est fait à partir de... Là, je vous montre juste pour voir commencer. Le chromosome, c'est dans la cellule, il y a un noyau. Dans ce noyau, il y a la chromatine. Cette chromatine, au moment de la division, ça devient les chromosomes, et dans les chromosomes, il y a de l'ADN. Donc cet ADN, c'est ce qu'on voit sur la partie la plus éloignée de moi. Et on voit cet ADN avec des doubles hélices. Et c'est ce qui va coder des protéines. Ça code pour fabriquer des protéines. Donc on imagine bien que si on augmente par 3 le nombre de chromosomes, ça va aussi augmenter le nombre de protéines. Et il y a d'autres protéines qui vont certainement être fabriquées, et c'est ce que je mettais juste à la fin, et que ces protéines, il y en a probablement certaines qui vont être moins digestes que d'autres. Alors je ne sais pas si on dit digeste ou digestible, on se comprend. Hein. Alors pourquoi il y a plus de gluten aujourd'hui? Alors, tout d'abord, on a tendance à augmenter ou à rajouter du gluten dans la farine à pain, parce que quand vous rajoutez du gluten, ce gluten, il va fabriquer beaucoup d'air. C'est lui qui va aérer le pain. Donc au niveau de la mie, ça va faire une mie qui va être très moelleuse, très agréable à manger.
et la croûte va être très croustillante. Donc il va y avoir une différenciation entre la croûte et la mie, et nous, on le plébiscite puisqu'on aime de plus en plus ce pain aéré, ce pain moelleux et ce pain croustillant. Rappelez-vous, quand on était plus jeune, pour les plus anciens comme moi parmi vous, quand on mangeait du pain à l'époque, chez nos parents ou même encore avant, on avait un pain qui était un peu d'une couleur bizarre et la croûte et la mie étaient quasiment pareilles. C'était un peu plus grillé la croûte, mais c'était pas croustillant. Et à l'intérieur, le pain était compact. Et c'était compact parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gluten. Et maintenant, non seulement le nombre de chromosomes a été multiplié par 3, mais en plus, on rajoute du gluten pour la panification du pain. On le rajoute parce que c'est agréable, et ce rajout, il n'y a pas de limite puisque ce n'est pas considéré comme un additif, c'est un auxiliaire donc, technologique, donc ça permet d'avoir un pain encore plus moelleux et encore plus croustillant. Donc quand ça arrive dans le tube digestif, ce gluten, glu, ça vient de là, un gluten, ça vient du mot colle, glu, et ça va faire une espèce de colle qui va être sur le tube digestif. Donc c'est intéressant d'imaginer que si on prend des aliments et qu'il y a une grosse couche de glu sur les intestins, peut-être qu'on a plus de mal à digérer, à absorber les aliments que si on n'a pas cette couche. Alors qu'est-ce que c'est en fait le gluten ? Quand on regarde, je vais vous montrer directement la diapo suivante, quand on regarde cette graine de blé, on voit la partie jaune, ce qu'on appelle l'albumène, et là c'est riche en amidon, c'est quand même 75%, et le reste, 15% il y a des protéines, il y a autre chose, ça peut être de l'eau et tout ça, mais 15% de protéines, et le gluten c'est la partie insoluble de ces protéines qui représente à peu près 80%, et c'est essentiellement la gliadine qui pose le problème. Donc si je reviens là, donc c'est présent dans certaines céréales, pas toutes, mais il y a le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, l'épeautre, tout ça, ça contient du gluten, les autres pas forcément. Et ces protéines, comme je vous le disais tout à l'heure, elles étaient absentes du blé il y a à peu près 15 000 ans, c'est apparu après. Et c'est vrai qu'on a probablement un peu de difficulté parce que l'organisme de génération en génération on évolue. Ces évolutions, peut-être que vous ne le savez pas, mais les molaires elles disparaissent petit à petit, parce qu'on appelle les dents de sagesse. De plus en plus, on n'a plus 32 dents comme on le disait dans les cours avant, mais on en a plutôt 28. En tout cas, nos enfants en ont principalement 28. Il y a aussi des incisives les canines qui vont disparaître, il y a également des orteils qui disparaissent chez certains enfants. Bref, c'est des évolutions de l'organisme qui s'adaptent parce qu'on n'a plus besoin de dents pour aller manger de la viande crue, on n'a plus besoin de mastiquer comme on le faisait avant parce que les aliments sont quasiment prédigérés. Non, je déconne. Mais c'est pour dire que c'est quand même important de voir que l'évolution est assez rapide, mais quand même pour des problèmes d'enzymes digestives, toutes ces enzymes-là peuvent ne pas être apparues malgré les très nombreuses années, même les milliers d'années. Donc il peut y avoir une petite part qui est due à un problème d'évolution par rapport à ce gluten. Alors la source principale, c'est bien entendu le blé, et le blé, c'est les pâtes, c'est le pain, c'est les gâteaux, c'est les crêpes pour chez nous. Donc il y a plein d'aliments qui contiennent également du gluten, c'est les bières, étonnamment, les couscous, le boulgour, la farine, puisque c'est à base de blé, le malt et dérivés du malt, le lait de malt, l'extrait de malt, le vinaigre de malt, et les assaisonnements, les bonbons. Bon, il y a aussi la sauce soja, c'est dans les endroits plus inattendus, par exemple la glace. Il peut y avoir du gluten, donc c'est des endroits dans lesquels ils se cachent et qu'on n'a pas forcément on les recherche pas forcément là, le ketchup également. Et puis en fait, il y a beaucoup de gluten caché comme ça qui n'est pas forcément dit, et ce gluten caché, il peut provoquer des problèmes chez des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un vrai régime sans gluten, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Il y a plus de la moitié des aliments commercialisés qui contiennent du gluten. Donc c'est énorme, hein, plus de 50%. Donc vous imaginez que ces aliments qui sont riches en gluten, enfin en tout cas qui en contiennent, peuvent embêter ou gêner les gens qui vont être allergiques ou qui vont avoir une maladie dont on parlera tout à l'heure. Alors c'est sûr qu'il y a un sacré business sur le gluten, et quand on regarde actuellement par exemple aux États-Unis, on estime qu'en 2019 les recettes
au sans gluten seront de 18 milliards d'euros, alors qu'en 2003, c'était 0,1 milliard d'euros. Donc ça a été multiplié par 180. Donc c'est énorme. Ça veut dire que le sans gluten est devenu tellement à la mode qu'on n'en met plus nulle part, ou en tout cas on fait comme s'il fallait mettre partout sans gluten. J'ai été surpris par ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Noël, avec un restaurant qui ouvre sans gluten. Donc ça c'est sûr que pour les gens qui en ont vraiment besoin, c'est important, mais pour les autres, c'est pas forcément la peine. Et puis ça coûte cher. Hein. Donc voilà, on voit facilement dans les grandes surfaces, on voit des rayons totalement bio, et à l'intérieur duquel il y a souvent un petit sous-groupe sans gluten. Alors là, une fois, c'était mon épouse, ici présente, qui me dit, j'ai vu à Leclerc, ils vendent de la maïzena sans gluten. Je dis, oh non, ils n'ont pas osé. Ils ont osé. Et donc, je vais sur le site et je vois cette photo. Et donc, à côté de la photo, il y a marqué, vous pouvez le vérifier. Hein. Et donc, j'ai revérifié, ils ont changé leur texte. Parce qu'ils ont dû se faire attaquer et ils ont changé le texte. Je vais vous le dire après. Donc, ils disent 20% des Français déclarent favoriser un régime sans gluten par mesure de précaution alimentaire. Pour répondre à cette demande, Maïzena enrichit son offre avec une nouvelle gamme de préparation sans gluten. Il n'y a jamais eu même une poudre de gluten, une trace de gluten dans le maïs. Mais quand même, vous voyez bien que c'est écrit sans gluten. Donc, il n'y a pas de limite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis maintenant ? Dans la même pub, ils ont dit, en fait, on n'a jamais changé la formule du gluten, ce n'est que de l'amidon de maïs, il n'y a jamais eu de gluten dans le maïs. Ils ont mis ça maintenant. Mais à l'époque, ils avaient mis ça. Alors, je dis, l'imagination des industriels est sans limite, sûrement pour notre bien, hein. Mais de dire que dans du jambon, il n'y a pas de gluten, on ne s'attend pas à avoir du gluten dans du jambon. Alors, quelquefois, on a un doute, on se dit, si celui-là, il dit qu'il n'y en a pas, c'est peut-être qu'il y en avait avant et qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est possible, ils sont capables de tout. Ils peuvent mettre, pour grossir le jambon, ils vont mettre plein d'eau, du sel, ils vont mettre des produits. C'est pas mensonger, il n'y en a pas. Mais avec mon épouse, on avait été aux États-Unis et on avait vu sur des bouteilles marqué sur les bouteilles de soda cholestérol free. Comment on peut imaginer qu'il pourrait y avoir du cholestérol dans les bouteilles de soda, quoi. Alors, qui est marqué salt free, enfin sans sel, sans sucre ajouté, etc. Mais il y avait marqué cholestérol free. Et il y a surtout que c'est même pas forcément vrai, parce que quand c'est très sucré, ça se transforme après en graisse. Donc c'est vrai que il faut faire vraiment attention. Les cornflakes, c'est aussi du maïs. Donc il n'y a pas de cornflakes. Enfin, il n'y a pas. Alors le gerblé, par contre, je ne sais pas comment ils y arrivent, mais ils ont dû inventer d'autres produits, parce que gerblé, ça voulait dire blé au départ. Donc il y avait forcément du gluten. S'il n'y a plus de gluten, c'est que c'est plus du blé. Bon, c'est juste pour rigoler que j'ai mis des petites photos comme ça. Et maintenant, on passe un peu à la partie un peu plus médicale. C'est les pathologies dues au gluten. Alors il y a 3 grosses pathologies. Au départ, il y en avait 2. C'était l'allergie au blé. Ça touche à peu près 1 pour 1000 personnes dans la population. Et il y a également la maladie cœliaque. Ça, c'est la vraie maladie qui est problématique avec le gluten. Mais en revanche, il existait des gens qui étaient quand même pas bien, qui n'avaient pas une allergie au blé, qui n'avaient pas une maladie cœliaque. Alors on a donné le nom de sensibilité au gluten non cœliaque. Ça veut dire que ce sont des patients qui vont avoir du mal à digérer le gluten, c'est-à-dire le pain en règle générale, les pâtes, etc., mais qui ne sont pas atteints de la maladie cœliaque. Et donc, c'est vrai que c'est une énigme encore au niveau médical, on ne connaît pas vraiment la cause, mais il y a quand même des pistes, je vais essayer d'en parler tout à l'heure. Alors, allergie, c'est juste un petit dessin un petit peu... c'est pas forcément évident pour les gens qui ne sont pas du tout dans le milieu, mais quand il y a une allergie, il y a un allergène. Cet allergène, il va fabriquer des anticorps. Ces anticorps, c'est les petits Y. Ce sont des IgE. Les IgE, si vous avez déjà eu de l'asthme ou des choses comme ça, ce sont les anticorps qui sont sécrétés quand on a une allergie. Donc allergie, allergène, anticorps. Ces anticorps vont sensibiliser les mastocytes qui sont en bas. Ils vont les sensibiliser. Et ces mastocytes, ils sont prêts vraiment à y aller si un jour on remet à nouveau l'allergène
dans l'organisme. Et cet allergène, quand il va arriver, il va directement aller, il va y avoir déjà, enfin, au lieu de passer par les anticorps comme au départ, il n'y a plus besoin d'IgE, ça passe directement dans les mastocytes, et ces mastocytes vont libérer des substances qui vont faire que ça va gratter, ça va vasodilater. Et quand ça vasodilate, ça veut dire qu'il va y avoir du sang qui va partir autour, et ça va entraîner une vasodilatation, ça peut entraîner des prurites, ça peut entraîner un œdème de Quink, ça peut entraîner des raches cutanées, de l'eczéma, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une allergie. C'est ce qu'on a dans la première cause que j'ai dite, c'était l'allergie au blé. Donc l'allergie au blé, c'est quelque chose, il n'y a pas photo, quoi. Vous avez une allergie au blé, vous êtes allergique, vous allez avoir un prurite à chaque fois. Vous ne pouvez plus manger de blé. On n'est pas dans le gluten là, c'est du blé. On ne peut plus manger de blé. Donc ça, c'est quand on a une allergie, 1 pour 1000. Ensuite, on a la maladie cœliaque. Alors la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. C'est pas un gros mot. Auto-immun, c'est en gros des maladies, on pourrait dire presque philosophiquement, qui sont des maladies du non-soi. Ce sont des maladies qui font que l'organisme fabrique des anticorps contre des éléments lui appartenant. Donc c'est des maladies auto-immunes. On se détruit. Si vous voulez, quand vous avez une guerre, vous allez avoir l'étranger qui arrive pour nous attaquer, c'est l'antigène. Et nous, on se défend en fabriquant des anticorps contre l'étranger. Ça peut être des bactéries, ça peut être d'autres antigènes. Et quand vous avez des auto-anticorps, ça veut dire que c'est une guerre civile. C'est l'organisme qui se bat contre lui-même et qui se défend, et il finit par entraîner des lésions vraiment embêtantes. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est une maladie au cours de laquelle l'organisme fabrique des auto-anticorps contre des éléments qui vont lui appartenir, et ils vont finir par entraîner une maladie dans laquelle vous allez avoir une disparition des franges au niveau, quand vous regardez en microscope, les franges de l'intestin, elles sont bien, c'est des villosités qui sont assez épaisses, et là elles vont devenir tout atrophiées. Et c'est ça la maladie cœliaque. Et c'est prédisposé par génétiquement, c'est HLA, c'est quand vous avez envie de faire une greffe d'organes, vous êtes obligé de rechercher le groupe HLA, ça veut dire Human Leukocyte Antigène. Quand vous faites une transfusion sanguine, vous avez besoin de rechercher les groupes ABO, puis après c'est plus, Rhésus plus ou Rhésus négatif, parce que dans les globules rouges, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de noyaux. Dans toutes les autres cellules, il y a des noyaux, et ces noyaux, ils ont une carte génétique, et cette carte génétique, elle est à la surface des cellules, sur la partie la plus superficielle de la cellule, on va avoir cette représentation. C'est des formes de clés en quelque sorte, et quelquefois elles se font leurrer par l'organisme et elles se font attaquer, la cellule se croit attaquée, elle se défend. C'est ce qui se passe là. Et quand vous avez avoir le groupe HLA, on l'a recherché pour faire des greffes d'organes. Parce que quand vous faites une transfusion sanguine, vous n'avez besoin que du groupe sanguin. Le groupe HLA, c'est pour des greffes d'organes. Et il faut qu'il y ait 5 groupes en commun entre le donneur et le receveur. C'est là que ça vient. Et on s'est rendu compte, quand on a connu ces groupes HLA, qu'il existait des maladies qui étaient associées à la présence d'un typage HLA particulier. Donc là, le DQ2 et le DQ8, c'est celui qui est associé à la maladie cœliaque. D'accord ? Donc là, c'est pour vous montrer un peu... Bon, c'est pas... celle de droite, c'est celle qui est pathologique. Les autres, elles sont bien rouges, bien épaisses. Et l'autre, elles sont toutes atrophiées. Donc ça, c'est un diagnostic anatomopathologique. Alors, sur le terrain prédisposant, ces gliadines, vous avez compris que la gliadine, c'est la protéine insoluble du gluten qui pose problème. Elles vont devenir toxiques. Et elles vont faire qu'au niveau des cellules intestinales qu'on appelle des entérocytes, il va y avoir une sécrétion, ça va vasodilater, puis il va y avoir des sécrétions, là c'est la zoludine, et c'est pro-inflammatoire, ça entraîne une inflammation. Alors ça, c'est la réalité dans la maladie cœliaque, et dans la sensibilité au gluten d'origine non cœliaque, c'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de lésion au niveau de la microscopie, quand vous faites l'anatomopathologie, quand vous regardez sur les lames, il n'y a rien de tout ça. Alors maintenant, je fais un petit point sur les différentes pathologies du haut gluten pour faire un peu remettre un peu en résumé. Quand vous voyez la maladie cœliaque, donc ça prend des années
à se découvrir. On peut ne découvrir la maladie cœliaque chez quelqu'un qu'à l'âge de 30 ans. Il peut y avoir eu des problèmes avant, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis la personne va maigrir, va avoir de la diarrhée, va être en dénutrition. Et c'est là qu'on malnutrit. Et c'est là qu'on va se rendre compte que on va aller voir le gastro, on va aller voir le rhumato parce que ça donne des douleurs articulaires, etc. Et puis on va finir par éventuellement faire le diagnostic de maladie cœliaque. Donc on a le typage HLA qui va être reconnu. On va avoir au niveau de la nappate des lésions caractéristiques. Et puis les symptômes, c'est intestinaux et non intestinaux. Je vous ai dit, ça donne des arthralgies. C'est pour ça que les rhumatologues s'intéressent au gluten par l'intermédiaire de la maladie cœliaque. Et le traitement, c'est un régime sans gluten strict. C'est strict. Si c'est pas strict, il y aura à nouveau des auto-anticorps qui vont être fabriqués contre l'organisme et ainsi de suite. Dans la maladie dite sensibilité, c'est pas une maladie, on ne sait pas exactement ce que c'est, au gluten non cœliaque, vous avez, ça peut mettre des semaines, il y a peut-être une réaction immuno, on ne l'a pas encore trouvée, il y a peut-être un typage HLA, on ne l'a pas encore trouvé, parfois il y a des anticorps, mais c'est exceptionnel, et puis au niveau de la nappate, là je marque 1 ou 2, c'est 0 ou 1, c'est vraiment pas très pathologique. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, mais ce n'est pas des lésions anatomopathologiques typiques. Bon, les symptômes, c'est les mêmes quasiment que la maladie cœliaque, et le traitement, c'est un régime sans gluten également, mais non strict. Il ne faut pas faire trop strict. Et en fait, l'allergie au blé, vous avez compris, ça prend quelques minutes, il peut y avoir une réaction assez importante, il y a des anticorps, les IgE au départ, et le traitement, c'est plus manger de blé. C'est pas du gluten, c'est plus de blé du tout. Alors maintenant, là c'est juste un petit détail, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui pensaient être allergiques, intolérants, tout ce que vous voulez, enfin les mots que les gens disent au gluten. Ils se disaient quand je mange du pain, je vais pas bien. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas le gluten, mais c'est peut-être les FODMAPs. Les FODMAPs, ça veut dire fermenticibles oligodimonosaccharides. C'est des sucres qui sont pas digestes. Donc ce sont des sucres qu'on va retrouver dans beaucoup d'aliments. Et en fait, ça pourrait être les coupables. Il y a donc 5 types de types qu'on va retrouver. Je ne sais pas si je les ai mis. Oui, je les ai mis après. Donc on s'est rendu compte qu'un régime pauvre dans ces sucres-là diminuait les symptômes de personnes qui pensaient être sensibles au gluten. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc ils pensaient qu'ils avaient un problème de gluten. On leur a dit peut-être que c'est pas le gluten, peut-être que c'est les FODMAPs. On leur a donné un régime pauvre en FODMAPs et ils se sont rendus compte qu'ils allaient mieux. Alors c'est surtout les ballonnements, les troubles digestifs, la fatigue qui vont être améliorés. Et puis ces aliments, ils contiennent souvent les aliments. Je ne parle pas des molécules de sucre elles-mêmes, mais les aliments dans lesquels on a du gluten, il y a souvent des FODMAPs. Alors ce sont le lactose, c'est le lait, le sucre du lait, hein, le sucre du lait. Quand on dit, puisque qu'on est dans les allergies un petit peu alimentaires, les allergies ou les intolérances au lactose, c'est très fréquent jusqu'à l'âge de 5 ans, 4-5 ans. Ça va donner des eczémas et tout ça. Quand on est après, vers l'âge de 8 ans, ça doit aller mieux. Et puis c'est là qu'il y a encore des problèmes. Et là, il y a beaucoup de gens qui deviennent vraiment allergiques ou plutôt intolérants au lactose. Alors, pour un petit mot sur le lévothyrox, si vous vous souvenez, le lévothyrox est venu de là. On était un pays dans lequel on utilise beaucoup d'hormones thyroïdiennes grâce aux nuages. Les initiés comprendront, qui s'arrêtaient à la frontière. Donc il y a eu pas mal de problèmes après Tchernobyl en France. Donc c'est un des pays où on utilise le plus de lévothyrox. Et ils se sont dit, on va changer un excipient qui était le lactose pour mettre du mannitol. Et quand on a mis le mannitol, en France ça posait des problèmes. Mais pourquoi ils ont voulu mettre du mannitol? Parce qu'en fait ils voulaient inonder le marché asiatique du lévothyrox. Et 80 et quelques % des Asiatiques sont allergiques au lactose. Ouais. Donc c'est pour ça que... Et donc le lactose, c'est un sucre du lait qu'on retrouve dans le lait, mais qu'on ne retrouve quasiment plus dans les fromages, dans les yaourts. Parce que quand vous fabriquez du fromage, vous mettez des ferments, et ces ferments, ils vont se nourrir avec du sucre. Et ce sucre, c'est le lactose. Donc quand les ferments ont fini de bouffer le sucre, ça donne du yaourt, ça donne un fromage. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins de lactose dans les fromages, dans les yaourts et dans le lait. D'accord ? C'était une parenthèse.
Donc les autres, je ne vais pas faire la même chose, mais vous voyez les autres sucres dans lesquels on peut trouver des FODMAPs. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle actuellement qui est fait entre ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable et le syndrome de sensibilité au gluten d'origine non cœliaque. Donc vous voyez, tous ces signes digestifs, douleur abdominale, ballonnement, diarrhée, constipation, tous sont communs aux deux pathologies, et les symptômes également extradigestifs, eczéma, rage cutanée, fatigue, altération de l'état général, dépression, etc. Tout ça, c'est commun aux deux pathologies. Alors il y a une question qui se pose, quels sont les liens qui existent entre d'autres pathologies aussi différentes que les allergies, l'intolérance alimentaire, le côlon irritable, le psoriasis, l'acné, les sinusites, la fatigue chronique, la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde, les migraines, les infections à répétition? Eh bien, le point commun, ça serait ce qu'on appelle le syndrome du côlon ou de l'intestin perméable. C'est-à-dire que notre mode de vie actuel fait qu'on va manger des choses qui vont entraîner une grande putréfaction, donc ça va donner des gaz. Et ces gaz vont faire que le tube digestif, quand vous voyez l'intestin, il va gonfler. Et au départ, les cellules sont bien jointes. Et en gonflant, il va y avoir des trous et des espaces qu'il va y avoir entre les cellules. Et quand il va y avoir un espace, une pression phénoménale, il va y avoir, par exemple, du gluten, puisque c'est la colle qui est contre, qui va aller à l'intérieur de ces espaces. Quand le gaz est parti, ça redevient normal, et ces deux cellules qui vont avoir à l'intérieur un peu de gluten ou de substances toxiques vont putréfier, et ça va entraîner des douleurs importantes. Donc le côlon perméable, c'est quelque chose qui a l'air d'arriver petit à petit. Enfin, on commence à comprendre. Vous avez tous entendu dire que on dit que le tube digestif, c'est le deuxième cerveau. Ben là, ça fabrique de la sérotonine, comme là-haut contre les problèmes de dépression et des choses comme ça. Donc c'est vraiment très important et très intéressant de commencer à s'intéresser vraiment à ce que c'est qu'un côlon irritable, parce que si certains ou certaines parmi vous ont un syndrome du côlon irritable, ben quand on va voir le médecin, on est quand même considéré comme un psychosomatique plus que comme un somatique, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on commence à faire de la recherche là-dessus. Alors ce syndrome du côlon de l'intestin perméable a tendance à endommager la muqueuse de l'intestin. Ça provoque une fuite des nutriments, mais aussi de toutes les substances toxiques qui vont aller dans le sang. Et arriver dans le sang, eh ben, il va y avoir la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. Si on est sur un terrain favorisant, il peut y avoir des fabrications d'anticorps contre ces éléments qui viennent vous embêter. Et que ces anticorps et antigènes, il va y avoir un peu de colle humaine, ça va donner des complexes humains circulants qui vont se comporter comme des agresseurs au niveau du rein, au niveau des articulations, au niveau du foie, un peu partout dans l'organisme. Bon, les substances qui entrent, elles vont provoquer une nouvelle réaction auto-immune, comme je disais, mais le mécanisme est encore peu connu, mais on en entendra certainement parler d'ici quelques années. Là, c'était juste pour vous montrer la perméabilité intestinale. Vous voyez, il y a des substances comme le sucre, comme le vin, les McDo, tous ces saloperies qu'on aime bien, le gluten, qui vont entraîner des pathologies avec la séparation des cellules. Ça va passer à l'intérieur et ça va gonfler, ça va faire mal. Alors il y a des choses qu'on dit sur le gluten, il y a le vrai, il y a le faux. Donc le gluten n'est pas toléré car il n'y a pas d'enzyme pour la digérer. C'est pas vrai, il y a 93% des gens qui ont une enzyme pour digérer le gluten. Donc c'est pas vraiment un problème. On dit qu'il y a un grand nombre de sujets qui sont allergiques au blé ou intolérants. C'est pas vrai. Entre les intolérants, c'est-à-dire la maladie cœliaque, la vraie, les intolérants au gluten non cœliaque et l'allergie au blé, il y a à peine 5-6% des gens qui font partie de cette case. On dit que manger des aliments sans gluten procure une sensation de bien-être et qu'on se trouve mieux. C'est vrai, sûrement, mais ça ne permet pas d'expliquer tout parce qu'en fait, ce n'est pas qu'un problème nutritionnel ou alimentaire, c'est aussi un problème de notre société, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de substances qu'on nous met qui sont peut-être pas digestes, etc. Donc c'est pas que le gluten qui est en cause. Alors les croyances, on a des auto-questionnaires aux États-Unis, chez des gens qui se croient
allergiques ou intolérants au gluten de façon non cœliaque, mais en fait il n'y en a que 3,5 en réalité. Mais aux États-Unis, il y a plus de 30% de la population qui ne mange que du sans gluten. Et le nombre de patients, par contre, qui souffrent d'une maladie cœliaque a tendance à augmenter. Et ça, on ne le comprend pas forcément. Alors, là, j'ai fait toute une liste, mais c'est de la médecine, mais c'est parce qu'il peut y avoir une petite déficience enzymatique. À un moment donné, on n'arrive plus à sécréter suffisamment d'enzymes pour digérer. Il y a peut-être une activation innée du système immunitaire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut quand même avoir la prédisposition génétique. Il y a un possible déséquilibre de la flore intestinale qui peut être mis. Tous les antibiotiques qu'on mange, c'est pas que ceux qu'on mange par rapport à une infection, c'est tous ceux qu'on mange dans l'alimentation. Tous les poulets élevés en batterie, maintenant on commence à voir poulets en batterie sans antibiotiques, mais il y en a beaucoup qui sont élevés avec des antibiotiques, et puis ces antibiotiques, on ne peut pas les digérer, ils arrivent toujours sous forme d'antibiotiques. Quand ils sont dans la viande de l'animal, ils sont sous antibiotiques. Quand on va les digérer et qu'on va avoir des selles et des urines, ils vont aller dans les rivières et ça augmente les antibiotiques dans les rivières. Donc le nombre d'antibiotiques a nettement augmenté. C'est possible que ça soit aussi ça qui entraîne un problème au niveau de la flore. Vous avez tous entendu parler du microbiote. Donc la modification des blés, de génétique des blés modernes, bon, il y a plus de gluten, donc possiblement ça peut aussi entraîner des augmentations, au moins de sensibilité, ça c'est sûr, au gluten, mais peut-être aussi maladie cœliaque, on n'en sait rien. Alors quid du régime sans gluten? Ces régimes sans gluten, si c'est mal conduit, c'est pas bon. Par exemple, notre coiffeuse, à Claire et à moi, elle vient à la maison il n'y a pas très longtemps et elle nous dit je viens de revenir de chez une famille où on mange tout sans gluten. Alors les enfants n'ont jamais mangé un gâteau, du pain, et puis la petite phrase qui tue, et ils sont tout le temps malades, ils ont toujours le machin. Et puis alors la mère qui dit à la coiffeuse, heureusement en plus qu'on leur donne du sans gluten, vous imaginerez autant. Alors que là, on peut peut-être se poser la question à l'envers, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas bon. Du sans gluten, si on n'en a pas besoin, c'est pas bon. C'est pas que ça peut être bien, ça fait assez mode de manger sans gluten. Mais si on a des enfants et qu'on leur impose, c'est quasiment un signalement à faire. On maltraite ses enfants. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire. J'exagère exprès un peu, mais associer ses enfants à un problème de mode et d'orthorexie bienveillante actuellement, enfin en tout cas c'est ce qui a l'air d'être à la mode, je trouve que c'est pas bien. Et donc on peut imaginer qu'il va y avoir des retentissements de ces carences en différents aliments qu'on ne prend plus. Alors l'industrie alimentaire, et eux ils sont contents, ils trouvent leur compte, hein. Surtout qu'ils ne se sentent pas coupables. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens comme lui qui ont incité, parce que il gagne tous les tournois, sauf le dernier, mais il dit qu'il est sensible au gluten, mais il y avait Manuel Valls aussi, donc c'est des gens très connus qui vont parler de ça à la télé, et on dit, il a l'air de gagner des tournois, il doit être bien, donc il faut peut-être, nous on va aussi diminuer le gluten. Donc c'est aussi des choses. Alors évidemment, vous imaginez bien que l'industrie agroalimentaire, ils vont surfer là-dessus, ils vont suivre le mouvement avec amplification des vagues derrière, puisque les bénéfices que vous avez vus tout à l'heure, ils sont énormes. Donc halte au gluten, halte au blé, il faut faire attention. Alors tout ça, ce sont des aliments qui sont sans gluten. On peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre moins de pain, puisque quand vous prenez une tranche de pain en 1950, vous avez une quantité de gluten. Quand vous prenez une tranche en 2000, vous en avez 3 fois plus. C'est l'équivalent de 3 tranches de pain. Et peut-être 4, parce qu'on ne sait pas quelle est la quantité de gluten que rajoute le boulanger pour avoir un pain beaucoup plus agréable à manger. Et on le plébiscite, ce pain. Personne ne va dire qu'on préfère un pain tout compact, avec pas de trous dedans, alors que les nouveaux pains, c'est quand même mieux. Donc c'est pour ça, on peut diminuer la quantité de gluten, mais ne pas devenir orthorexique en disant on ne va plus manger du tout de gluten. De toute façon, les extrémistes ont toujours tort. D'ailleurs, je dis à méditer, plus on exclut des aliments de l'alimentation,
plus elle risque de déséquilibrer et problématique à certaines périodes de la vie. Surtout quand on est un enfant, surtout quand on est nourrisson, les adolescents, la femme enceinte ou allaitante, et puis les personnes âgées. Sauf évidemment si on est malade, là on n'a pas le choix. Une maladie cœliaque, on n'a pas le choix. Sinon on va continuer à maigrir, on va plus du tout absorber les nutriments dont on a besoin, on va tous avoir une diarrhée en permanence, donc on ne peut pas vivre, on va finir par mourir. On a souvent des femmes qui sont anorexiques et qui ont peut-être une maladie cœliaque et on ne le sait pas. Alors les polyalgies diffuses et le gluten, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Noël, je m'intéresse un peu aux douleurs, donc je me suis un peu intéressé au gluten et aux douleurs. Donc quand on voit, tout à l'heure je vous disais qu'il y a des personnes qui se sentent sensibles au gluten et elles ne s'en sont pas pour la plupart du temps, il y a d'autres pathologies qu'on peut évidemment avoir, souffrir de d'autres maladies, donc c'est toutes ces maladies-là. C'est assez compliqué pour les personnes qui sont sensibles au gluten parce qu'on n'arrive pas à avoir un diagnostic qui soit vraiment très bien. Il n'y a pas de test de laboratoire. Et puis actuellement, c'est quand même un peu une mode. Donc on va surestimer beaucoup les cas. Et puis surtout, les régimes sans gluten vont être mis de façon excessive. Je crois que ces 2 diapos étaient avant. Hein. Mais c'est pas grave. Donc là, maintenant, je reprends mon sujet de prédilection habituel, c'est la fibromyalgie. Donc il y a plus de la moitié des fibromyalgiques qui ont des signes de côlon irritable, contre 15% dans la population générale. Il y a une étude californienne qui a monté par des tests respiratoires. Ça, je vous l'ai mis parce que c'est assez rigolo. Il y a 100% des fibros qui présentent des signes de pullulation microbienne, c'est-à-dire que le probiote, il est pathologique, parce que il y a des germes dans notre flore, il y a plus de germes qu'on a de cellules dans le corps, mais il y a des germes qui sont saprophytes et il y a des germes qui sont pathogènes. Ceux qui sont saprophytes, ils nous aident à vivre. Quand les igouilles, ils sont plus capables de faire l'équilibre. Quand vous avez par exemple une listeria dans un fromage qui est stérilisé, il ne va pas se défendre et on va tous avoir la listériose. Quand vous avez un fromage au lait cru, naturel comme dans le temps, et que vous avez de la listeria, il y en a toujours, mais les germes qui sont dedans vont éviter que la listeria n'apparaisse. Et bien c'est pareil dans l'organisme. Donc quand vous avez une pullulation microbienne, ça veut dire que vous avez des germes pathogènes qui prennent le dessus sur la flore saprophyte et ça bousille complètement notre microbiote. Donc ça va entraîner une putréfaction. Cette putréfaction va être à l'origine de dégagement de gaz. Ce gaz, c'est essentiellement l'H2S, celui qui puire l'œuf pourri, H2S. Et donc cette pullulation microbienne va être à l'origine des douleurs. On peut créer chez les animaux des douleurs rien qu'en leur injectant de l'H2S. Donc vous comprenez que des gens qui ont plein d'H2S en eux parce qu'ils ont cette pullulation microbienne vont ne pas être bien évidemment. Donc on a fait des expériences. Alors sur une intoxication aiguë, ça se traduit par des troubles neurologiques, ça peut être la mort. Mais quand on va entraîner, quand on va mettre une quantité plus faible, on va avoir des douleurs qui sont générées par l'inhibition de l'influx nerveux des canaux calciques. C'est compliqué, mais dans les neurones. Donc ça va entraîner des douleurs. Et si on injecte à des animaux, on leur entraîne une hyperalgie. Hyperalgie, trop de douleur. Donc le but, c'est de produire moins de gaz. Puis ça sera mieux pour la planète. Donc il y a comment réduire ces gaz. Il y a eu des rifaximin, qui est un antibiotique du tube digestif qui ne va pas à l'extérieur. Il y a eu des bons résultats aux États-Unis, mais pas en France. Il y a les probiotiques. Alors ça, c'est pour notre microbiote. Quand je raconte juste une blague, c'était mon frère qui est hygiéniste à Brest. Il me dit est-ce que tu as entendu parler d'une histoire à Saint-Brieuc? Alors c'est une histoire d'une dame qui a eu une pathologie qui est en fait c'est un germe qui s'appelle le Clostridium difficile, et on lui donne toutes les lignes d'antibiotiques possibles, ça marche pas. Et le médecin de Saint-Brieuc, il voit sur internet qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis et on va prendre les selles de quelqu'un d'autre et on va la mettre après la bouche quand même pour essayer de changer le microbiote de cette personne. Et ça a permis de sauver des gens. Donc, il arrive tout excité dans la chambre. Je ne sais pas si c'était tout excité, mais je pense qu'il devait être content. Il y avait 2 personnes, il y avait la malade et il y avait belle-maman. Et donc, il dit à belle-maman, vous êtes d'accord? Belle-maman dit oui. Et on sauve la dame.
la dame faisait 55 kilos, belle maman, 120. Et un an plus tard, belle fille, 120. Donc la belle-fille, elle a porté plainte contre belle-maman qui lui a sauvé la vie parce qu'elle lui a donné les poids qu'elle avait. Si, c'est une anecdote, mais c'est rigolo, quoi. Mais c'est pour vous dire que les microbiotes, les changements de microbiote qu'on fait, ça marche vraiment, c'est un avenir. Il n'y aura plus jamais aucune recherche sur l'antibiothérapie dans le monde et ils vont essayer de faire autrement. Donc il n'y aura plus de recherche. Il y aura des antibiotiques qui vont continuer à être actifs, mais on ne va plus faire de recherche. Ce sera maintenant essentiellement sur les microbiotes qui sont en train de travailler. Donc c'est intéressant. Alors il y a eu des études sur ces fameux régimes sans gluten chez les femmes patientes qui ont une fibromyalgie. Et il y a un travail espagnol qui a pris un groupe de patientes qui avaient une maladie cœliaque et une fibromyalgie. Ça va souvent ensemble parce que comme chez les fibros, il y a aussi des troubles digestifs, ça va entraîner des douleurs un peu partout. Et ils ont commencé à les traiter. Et ils ont vu que certes, la maladie cœliaque, elle allait mieux, mais que la partie fibromyalgie était également améliorée. Donc ils se sont dit, on va essayer de faire la même chose chez les patients qui n'ont qu'une fibromyalgie. Donc on a fait ce régime sans gluten chez des patientes qui n'avaient qu'une fibromyalgie et elles ont été également améliorées dans plus de 30% de tous les scores. Donc c'est énorme parce que quand c'est un signe, deux signes, là c'est 30% de tous. Et il y a une seconde étude qui a montré qu'il y avait quasiment une disparition des douleurs dans 75% des cas. Donc c'est intéressant. Donc il y a un travail français qui avait été commencé par quelqu'un qui est au Mans et qui n'a pas été encore publié. Et donc c'est aussi intéressant. Là, il y avait aussi avec les FODMAPs, et puis donc elle a été un peu plus loin, FODMAPs, et puis sans lactose. Et donc, alors là je vous ai raconté l'anecdote tout à l'heure avec Gilles Boeuf. Donc la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie, je ne vais pas faire un cours sur la fibro, c'est une pathologie qui associe des douleurs chroniques et un stress chronique. Donc ce stress chronique associé à un sommeil peu réparateur a tendance à entraîner des troubles de l'équilibre acido-basique. Alors c'est quoi? Quand vous avez une fibromyalgie, vous avez un stress chronique. Quand vous avez un stress aigu, ça a un sens. Vous avez un ballon qui traverse la route, vous avez une décharge d'adrénaline qui vous permet de donner un coup de volant et peut-être éviter le gamin qui suit. Donc ça c'est un stress aigu, une décharge d'adrénaline. Ça sert à quelque chose, ça a un sens. La douleur aiguë c'est pareil. Si vous vous brûlez avec une plaque, si vous n'avez pas de douleur, à un moment donné vous allez sentir une mauvaise odeur et vous allez dire c'est quoi? C'est votre main, elle est fichue. Vous n'aurez plus de main. Donc une douleur c'est quelque chose qui est peut-être désagréable mais qui est un signal positif. Quand vous avez un stress chronique, ça n'a plus de sens. Une douleur chronique, ça n'a plus de sens. Mais figurez-vous que la fibromyalgie, c'est une association de douleur chronique et de stress chronique. Donc ça entraîne, et comme la Terre, comme je vous en parlais tout à l'heure, quand la Terre se sent agressée, elle est stressée, elle est acide, et ben l'organisme humain c'est pareil. Donc on accumule avec le stress dans la journée beaucoup d'acides, et ces acides, on va les faire sortir la nuit. Alors comment on les fait sortir? Essentiellement par les poumons, avec du gaz carbonique, c'est quelque chose d'acide, par la peau, avec la sueur, quelquefois une sueur assez âcre, c'est une sueur acide, par le rein, par le foie. Donc vous avez plusieurs filtres qui vont permettre d'essayer d'enlever toute l'acidité qu'on a pendant la journée. Mais justement, la question que je me suis posée, c'est que chez les femmes qui ont une fibromyalgie, comme chez tout le monde, on a un pH sanguin qui lui est très strict, entre 7,38 et 7,43. C'est très strict. Donc ça veut dire que si on a trop d'acidité, le pH aurait tendance à vouloir diminuer. Il ne peut pas. C'est une homéostasie. On meurt si on est, ou en tout cas on n'est pas bien si on est en acidose ou en alcalose. Donc il faut essayer d'éviter qu'il y ait trop d'acide dans l'organisme et on l'élimine la nuit. Donc j'ai eu... alors qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il y a l'élément qui va, dans notre société, continuer à augmenter cette acidité. On l'a vu tout à l'heure avec tous ces aliments comme par exemple les aliments, l'alcool aussi, mais tous les croque-monsieur de chez McDo et les autres, ça c'est pas très bon. Vous allez avoir un peu plus de ballonnement, vous allez avoir des gaz, de l'H2S qui va entraîner des douleurs, etc. Donc en plus de tout le reste, dans notre société moderne, on a tendance à manger
de façon fréquente des aliments de plus en plus souvent qui ne sont pas forcément très bons, en particulier quand c'est trop riche en gluten, d'autant qu'ils en rajoutent. Donc je suis en train de faire une étude, je l'ai finie, mais sur la fibromyalgie, en demandant est-ce qu'il existe un lien entre les douleurs, le stress et le pH. Alors ce travail, c'est des patientes qui vont souffrir d'une fibromyalgie, c'est le départ, et j'ai calculé leur pH urinaire à différents moments de la journée. Donc normalement le pH il est très acide le matin puisqu'on a éliminé les acides donc dans les urines en particulier. Il devient neutre à peu près au moment de 15h, 16h, au milieu de journée, et après il va rester neutre comme ça jusqu'à la fin. Mais chez les gens qui ont une fibromyalgie, je voulais savoir, est-ce que ce pH restait acide toute la journée? La réponse est oui. Ça veut dire qu'elles sont en stress vraiment permanent. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui faisait des micronutriments, et j'ai voulu voir si ces micronutriments pouvaient, c'était prévu pour ça, pour alcaliniser, pouvaient alcaliniser les urines. Donc la réponse, je ne l'ai pas. En partie, j'ai vu que quelques patients, c'est oui. Et la troisième question que je me pose, c'est est-ce qu'en diminuant l'acidité, on va diminuer aussi les douleurs? Donc c'est un travail de recherche clinique, là, c'est un truc pragmatique, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on aura essayé. Donc en conclusion, le syndrome du gluten non cœliaque, de sensibilité non cœliaque existe, mais il est surdiagnostiqué. La maladie cœliaque doit évidemment être éliminée. Si on a un régime, il ne faut pas le prescrire à la légère parce que ça peut entraîner des problèmes. Il n'y a que dans la maladie cœliaque où ce régime doit être strict sans gluten, mais pas autrement. Pour la fibromyalgie, il y a un peu un problème entre le côlon irritable et le syndrome. Il y a peut-être des liens qui font que peut-être qu'à cause des gaz qu'on sécrète plus, à cause des ballonnements, ça peut entraîner des douleurs. Le manque de sommeil entraîne aussi des douleurs. Et comme on dort moins bien, on élimine également moins bien. Et il ne faut pas méconnaître les FODMAP qui seraient peut-être un coupable. Peut-être qu'un jour on va aussi avoir un petit peu une nouvelle mode avec les régimes sans FODMAP. Et puis autrement, le côlon de l'intestin, le syndrome de l'intestin perméable, c'est également quelque chose dont on va parler. Alors là, je viens d'entendre parler le dernier régime, c'est régime paléo. On revient avant on revient aux chasseurs-cueilleurs et on va manger comme eux. Donc il n'y a plus de gluten, il n'y a plus de lactose, il n'y a plus rien, donc c'est le nouveau à la mode. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci Dominique.